Le premier direct de Bisson à Bisso. Donc bonsoir ou bonjour à tous, selon que chacun se trouve déjà soit dans la nuit, soit dans le jour. Donc on va essayer de tenir un peu un rendez-vous régulier, une fois, deux fois par semaine, pour parler de vision politique, ce qu'on va appeler la chronique les minutes politiques, pour comprendre non seulement la vision du mouvement, mais aussi comprendre quelles sont les valeurs qu'on estime être les bonnes quand on se lance en politique, quand on veut faire de la politique ou quand on veut diriger un peuple. D'abord, il y a une question qui m'a été souvent posée ces derniers temps, c'est de savoir pourquoi encore la création d'un mouvement congolais, ou pas, on va dire pour le peuple congolais, pour la libération du peuple congolais. C'est très simple, c'est parce qu'on a actuellement deux mouvements qui communiquent bien, on va dire, qui sont le mouvement de Kolo, le mouvement de Katumbi, dont j'ai oublié les noms, mais qui montre une vitrine particulière, un message particulier. Maintenant, pourquoi un autre mouvement? Déjà, depuis la première fois où on a posé la candidature, que j'ai posé ma candidature en tant que candidat potentiel à l'élection présidentielle au Congo, la question était de savoir comment on avance, comment on fait, comment on construit, comment on réagit par rapport à un président qui ne veut pas lâcher le siège de présidence, un président qui met le pays dans un état, on va dire, d'inconstitutionnalité assez flagrant. Et j'ai jamais cru à la possibilité de trouver une issue favorable à, avec ce gouvernement qui se maintient en place et qui prétend organiser des élections, qui prétendrait organiser des élections. Donc, après une année de réflexion, je pense que le but du mouvement doit être d'apporter une solution annexe, une solution complémentaire pour les Congolais. Cette solution, pour moi, elle passe par l'Afrique. Pourquoi? À ce jour, le Congo est un pays essentiel pour l'Afrique. C'est un pays qui a tout ce qu'il faut pour être le poumon, le cœur, le moteur de l'Afrique de demain. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les conditions les plus adéquates pour qu'aujourd'hui l'Afrique puisse aider le Congo. J'ai pas mal voyagé, pas mal rencontré des personnes qui sont, on va dire, importantes en Afrique, des élus, des dirigeants africains. Et il faut savoir que la question congolaise, c'est une question qui préoccupe énormément les dirigeants africains, parce que le sort de cette région, on va dire, africaine, dans l'Afrique centrale, est essentiel, parce qu'elle va déjà donner lieu à certaines situations qui peuvent influer sur des pays frontaliers et qui peuvent aussi déstabiliser d'une manière ou d'une autre la région. Donc la question est de savoir quelle est l'implication, quelle implication on peut demander aux instances africaines, aux pays africains, à l'Union africaine, pour qu'on puisse avoir un Congo qui soit bien installé, excusez-moi, je suis un peu chaud, un Congo qui soit bien installé et qui puisse apporter tout ce qu'il a à apporter dans cette région. Et sur les 2 années, on a vu un balai diplomatique incessant. On a vu Washington envoyer Nikki Haley, on a vu le président Macron voyager vers le Congo, on a vu aussi en diaspora les Congolais réagir d'une manière assez radicale, parfois avec raison, parce qu'on se sent un peu abandonné de la communauté internationale. Et ma solution, elle est simple. Ma solution, elle est que il faut aujourd'hui demander aux pays africains, demander aux États africains, demander à l'Union africaine, demander à toutes ces instances africaines de se préoccuper principalement du Congo. Non pas seulement que la solution vienne de Washington, non pas seulement que la solution vienne de Paris ou de Bruxelles, mais que la solution soit d'abord une solution africaine. On a tendance à dire souvent que l'Afrique est un grand village. Donc il est, je pense, à mon sens, venu le temps de montrer au monde entier que ce grand village peut s'organiser, ce grand village peut se prendre en main. L'idée de ce mouvement, c'est justement de demander la concordance, de demander l'accompagnement, de demander l'aide des pays africains, pour ne pas les citer, des pays qui sont stables et qui ont un poids conséquent à l'international au niveau de l'ONU ou on va dire à l'international plus régional au niveau de l'Union africaine. Des pays comme le Sénégal, des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, donc j'en oublie d'autres.
Et il est important que chacun s'implique et soit totalement dans le souci du sort du peuple congolais. Le but de ce mouvement est d'abord avant tout de coordonner cette force, de coordonner cette coalition, de la mener intelligemment, que ce soit tant au niveau diplomatique, tant au niveau économique, tant au niveau stratégique, pour que demain, une solution efficace puisse être non pas simplement proposée, mais suggérée et mise en place par les Africains pour les Congolais. Ça, c'est le but du mouvement Bissonabisso. Bissonabisso, c'est un terme qui rappelle beaucoup les chansons la chanson qui a cartonné à la fin des années 90, mais c'est aussi un terme qui veut dire entre nous. Ce terme-là, qui est employé par tous les Congolais, a la particularité d'être un thème qui a été, entre guillemets, un peu, qui est sorti du cadre congolais, qui s'est élargi dans le champ africain. Et pour nous, il n'y avait pas plus important qu'un terme aussi précis, un terme aussi parlant pour parler du Congo et en même temps demander aux Africains de se mêler un peu plus de cette histoire-là et en même temps de dire, écoutez, entre nous, c'est pas simplement une histoire de participation politique sur une région, sur un continent, c'est aussi un appel à tous ceux qui ont un souci pour que les choses se débloquent à cet endroit. Parce qu'on est dans un pays qui nourrit considérablement le monde, on est dans un pays qui apporte beaucoup, beaucoup au monde et qui malheureusement ne reverse pas ce qu'elle rapporte ou ce qu'elle gagne de ce qu'elle apporte à ses habitants. Donc en quelques mots, c'est à peu près ça la base du mouvement. Et pour ce faire, on va se baser sur la communauté congolaise qui est ici en Israël. Parce que comme vous le savez, faire de la politique, être dans l'opposition face à un despote, face à quelqu'un qui essaye d'imposer son pouvoir, d'imposer on va dire son, son, sa dictature à un peuple, demande aussi beaucoup de vigilance. Donc on a ici, de manière tout à fait connue, mais pas très connue au sein de la communauté congolaise, une communauté congolaise qui est présente ici en Israël et qui, elle, s'organise avec, on va dire, sous ma direction, en mouvement. Et ce mouvement-là a déjà des répercussions que vous aurez bientôt comme information, tant dans les pays du Maghreb ou autres, pour avoir, entre guillemets, une présence physique qui soit non pas simplement un moyen de se mettre en avant, puisque c'est ce qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on peut croire. Quand on regarde le mouvement de Dokolo, quand on regarde le mouvement de Katumbi, on a l'impression qu'il y a une mise en avant de la personnalité politique, mais le quotidien, la réponse quotidienne aux nécessités, aux besoins des Congolais, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, nous, on veut répondre différemment à cette question-là. On veut que dans chaque pays où Bissonabisso sera installé, qu'il y ait un accompagnement, non pas simplement social, mais aussi culturel, mais aussi politique, et aussi, on va dire, sur les besoins que peut avoir la communauté dans sa diaspora, dans ces pays-là, exister. Donc c'est une organisation qui n'est pas simple, il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de croyances, et on va apporter non pas simplement une mise en avant du travail politique, mais aussi une réponse quotidienne à ce que traversent ou vivent les Congolais dans leur diaspora. C'était une petite introduction sur Bissonabisso. Je vais maintenant donner un petit message qui va un peu lancer la première donnée de la chronique que je vais appeler les minutes politiques. Quelle est mon idée? Mon idée, c'est de donner, selon mon expérience, selon le judaïsme qui est le mien, selon aussi le passé où j'ai connu d'autres religions, d'apporter des définitions, une compréhension, des notions qui peuvent paraître nouvelles, mais qui constituent en fait pour moi l'essence même, la clé de voûte, le noyau de la bonne utilisation de ce qu'on va appeler l'outil politique. Donc le premier thème que je vais faire pour un peu lancer cette chronique, c'est qu'est-ce que faire de la politique? Aujourd'hui, on a l'impression que faire de la politique, c'est devenu on va dire, un hobby ou bien quelque chose qu'on fait comme ça après avoir s'être enrichi, après avoir gagné un peu d'argent,
on décide en fin de carrière économique, de se lancer en politique pour rentabiliser un peu tout ce qu'on a gagné comme argent. Il y a encore une autre dimension qui consiste à faire croire que non, en fait, faire de la politique, c'est revendiquer ses idées, aller coûte que coûte jusqu'au bout et payer le prix qu'il faut pour que ces idées soient appliquées. Ou encore, on a une vision de la politique qui consisterait à dire que voilà, nous, on estime que le monde doit fonctionner de manière coordonnée. Donc, il y a une idée politique qui naît dans un coin du monde et qui se développe et qui est dupliquée comme ça. Tous ces éléments peuvent être vrais, ont une résonance qui peut être vraie, mais je vais essayer d'apporter ce que moi je comprends par rapport à nos enseignements qui sont les miens, par rapport à la Torah que j'étudie, que les chrétiens appellent la Bible, par rapport à des compréhensions qui sont parfois beaucoup plus fines que ce qu'on pense. Faire de la politique, d'abord, il faut comprendre qu'il y a de là une notion qui est un peu divine. C'est-à-dire quoi divine? C'est sans faire insulte à la France qui a divisé l'État avec l'Église, mais une notion de divinité. Pourquoi? Parce que l'homme ou celui qui prétend à être ou à diriger ou à se projeter sur une fonction de direction politique doit avoir un souci de ceux qu'il va gouverner ou de ceux qu'il va diriger. Et ce souci-là doit être, entre guillemets, corrélé à ce qu'on va retrouver au niveau de la divinité elle-même, le créateur de tout, ce qu'on appelle Dieu pour les uns, nous on appelle Akadosh Baruch Hu pour les autres. Il y a un archétype de ce qu'on appelle le dirigeant politique. Dans la Torah, il y a deux personnages, deux personnalités qui sont assez fortes. Il y a celui qu'on appelle Shaoul et celui qu'on appelle David. La question est de savoir, est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux personnages-là? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur la notion de faire de la politique? Et on va voir qu'il y a, de manière ça va être très rapide, c'est assez court, on va voir qu'il y a principalement une seule manière qui fonctionne, qui marche. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit à l'heure actuelle dans la période que nous traversons. La première des choses, comme je l'ai dit, le dirigeant politique ou la personne qui veut faire de la politique doit porter une vision. Mais sa vision ne doit pas être tournée sur elle-même. Elle ne doit pas être tournée sur ses désirs, sur ses envies, sur son besoin de se mettre en avant ou de devenir, entre guillemets, l'idole de demain. Son ambition doit être basée sur la compréhension d'un message, on va dire, soit politique, soit religieux et politique, qui va essayer d'incarner par des actions, par des initiatives, en respectant les lois qui sont les siennes, dans son pays ou quoi, et que cette vision-là va apporter un meilleur ou un bien-être à tous les habitants, à tous ceux qui sont ses concitoyens. Donc si je me répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas une vision essentielle de ce qu'on veut faire, il ne faut pas se lancer. Aujourd'hui, les gens se lancent parce qu'ils veulent être président, les gens se lancent parce qu'ils veulent être ministre, ils veulent être député. Mais quelle est la vision que tu as? Quel est le mode de fonctionnement que tu vas appliquer pour demain apporter un état de vie ou une vie meilleure à ceux qui vont être sous ta responsabilité? Malheureusement, cette question-là, quand on passe par des enseignements ou des universités ou des écoles comme sciences politiques ou quoi, on vous apprend dès le départ qu'il y a une différence entre la promesse et la réalisation. Ça veut dire qu'il faut promettre beaucoup parce que les gens ont besoin d'entendre des promesses. Donc la population, ceux qu'on veut diriger, ont besoin d'entendre des promesses. Mais si vous accomplissez 2/10 ou 3/10 des promesses annoncées pendant la période des élections, vous en sortez bien. Ça, c'est la deuxième erreur. Faire de la politique, c'est pas ça. Faire de la politique, c'est pas mentir ou dire d'avance ou annoncer, faire un effet d'annonce sur des éventuelles actions qu'on ne maintient pas. Ce qu'on retient sur David et Shaoul, c'est que la notion d'action était présente. Il n'y avait pas une seule chose
qui étaient annoncées, qui n'étaient pas faites. Donc, il faut aujourd'hui que les électeurs, que les Congolais en particulier, à qui je m'adresse aujourd'hui, mais aussi tout le monde qui sont concernés par la vie quotidienne, il faut refuser cette habitude qu'on a pris de se dire, voilà, il avait promis ça, mais il a accompli que 2 et 3, c'est acceptable. Non, c'est pas acceptable. Si la personne a voulu accepter sur lui le rôle de manique, de dirigeant, comme on dit en hébreu, si la personne a voulu prendre sur elle toute cette lumière, toute cette force, toute cette puissance, toute cette capacité d'action, c'est pas pour dire que je vais pas arriver, c'est pour dire que tant que je n'arrive pas, je n'arrête pas. Et ça, c'est ça, faire de la politique. C'est être capable de tenir un mot, un point, une virgule jusqu'à la fin et de ne pas lâcher tant que ce qu'on a annoncé, tant que ce qu'on a promis aux futurs électeurs ou à ses concitoyens n'a pas été réalisé. Et ça, c'est la caractéristique de Shaoul et de David. Ces deux personnes qui, à chaque fois qu'il y avait une instruction qui avait été transmise, soit directement par le divin, par Dieu lui-même, ou soit qui était de leur initiative, à chaque mot, à chaque point, il y avait la nécessité de vivre la réalisation. Donc ça, c'est pour moi l'élément de base, c'est essentiel. La promesse, faire des promesses qu'on ne réalise pas, c'est l'archétype de ce qu'est ne pas faire de la politique. Faire de la politique, c'est avoir l'intelligence, la volonté et la capacité de trouver comment on va tenir ses promesses. C'est une notion qui est très forte et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et cette notion-là, malheureusement, disparaît encore plus quand on a affaire à des États qui s'éloignent du divin, de la religion. Je ne parle pas de la religion qui s'impose aux gens. Je parle de la religion qui permet aux gens de vivre en paix et en corrélation et en sécurité les uns avec les autres. Donc, ce décollement, ce décalage entre la vision politique et la nécessité d'une certaine valeur, de valeurs religieuses ou des valeurs humaines, ce détachement cause aujourd'hui la politique que nous voyons, qui est une politique d'annonce, une politique d'image, une politique de mirage, mais pas une politique d'action et de parole maintenue et respectée. Pour finir, on a parlé de David et de Shaoul, deux dirigeants, les deux premiers dirigeants que la Bible cite, que la Torah cite. Il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Et c'est là que va se baser toute ma vision, toute la vision que je veux donner à ce mouvement, toute la vision que j'espère qui sera demain le fondement de toute une génération de nouveaux politiciens en Afrique qui vont arriver, qui vont diriger, qui vont fonctionner en corrélation avec leur peuple et en respectant les paroles qu'ils donnent. La différence qu'il y a entre David et Shaoul, c'est que David est une personne qui non simplement avait le souci du peuple, non simplement avait le souci de Dieu, mais avait aussi un souci principal, c'est que le sort de Dieu et le sort du peuple était plus important que le sien. Shaoul, on va dire qu'il a un moment péché sur cette notion parce qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il devait accomplir comme mission, comme instruction qu'on lui avait donnée. Parce qu'il estimait ou qu'il a estimé, après avoir échangé avec son maître, que ce qu'il avait fait était suffisant. Et ça, c'est la notion principale. Juger que ce qu'on a fait est suffisant ne suffit pas. Il faut que ce qu'on fait soit exactement ce qui doit être fait. David nous apporte cette notion particulière qui est que un dirigeant politique doit être prêt à se retrouver, lui, le dindon de la farce, pour le bien de son Dieu et pour le bien de son peuple. Aujourd'hui, on est à l'inverse, pour ne pas dire à la totale opposé de tout ça. Les personnes préfèrent que le peuple soit le dindon de la farce. Alors Dieu, on le prend, on le cache, on essaie de ne pas le montrer. On essaie de faire en sorte que justement, il n'y ait pas trop de conscience comme ça religieuse, de conscience comme ça de valeurs humaines, de bien-être et de vivre ensemble chez les électeurs pour pas que ça soit trop, on va dire, visible qu'on n'est pas dans la même direction.
Et c'est ça le secret. Le secret de David, c'est ça. C'est il faut que le dirigeant politique, le vrai, celui qui est capable de se lever, de porter une vision, d'amener le peuple vers une direction qui peut prendre du temps, mais qui à la fin sera la bonne direction et qui permettra au peuple de se relever et de vivre en sécurité, en paix, avec la vérité et la justice comme base et fondement, ce dirigeant-là, il doit être prêt à lui manquer, lui ne pas avoir, lui passer pour le dindon de la farce, lui être la dernière roue du carrosse, dès lors que le sort et le bien-être de son peuple est garanti, et dès lors que le sort et le bien-être de son Dieu est garanti. Comment on peut garantir le sort et le bien-être de son Dieu? C'est simple, en s'occupant de ses créatures, en s'occupant de ceux qu'il a créés, en s'occupant de ceux à qui il a donné la vie, à s'occupant de ceux à qui il a donné la volonté, la nécessité de vivre. Voilà les premiers mots, les premiers éléments que je voulais partager avec vous sur la création du mouvement, quel va être son but, qu'est-ce qu'on va faire, il y aura d'autres informations dessus que vous verrez dans les prochains jours. Et puis surtout aussi, lancer un peu la chronique que je vais appeler les minutes politiques, pour que petit à petit, on puisse faire entendre autre chose que ce qu'on entend sur la politique, la direction de nos nations, la direction d'un peuple, la vision politique, le partage politique ou encore le vivre ensemble. Je vous remercie et puis j'essaierai de réagir aux différentes questions par la suite. Merci beaucoup, à très bientôt.